Oui, il fallait nettoyer les machines, oui, parce que les hommes s'en allaient, mais les femmes, on restait pour nettoyer les machines. Oui, bien sûr. Oui, on était là pour ça. Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans cette eau, là. On peut rentrer ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, ça. Ça a été quelque chose, mais c'est quelque chose d'épouvantable. J'ai vu des filles pleurer quand elles racontaient leurs conditions de travail. Bon, elle parlait du charbon, elles n'avaient même pas le droit à la douche. Le charbon, c'était les petits bâtonnets, là, noirs comme des charbonniers. J'en ai vu une, sa revendication, c'était un toit au-dessus de son bac à étain. Parce que quand il pleuvait, l'eau tombait dans son bac à étain et ça l'éclaboussait. Voilà où ils en étaient. C'était vraiment... Donc, ils ont élaboré ce cahier de revendications, dont je ne me rappelle plus, il y en avait... mais on serait cru du temps de Zola. Hein. C'était le capitalisme pur et dur, brutal, dans toute sa... Je dirais dans toute son horreur, parce que c'est ce que je pense. On était vraiment dégoûtant. Je sais que le soir, il n'y avait pas de douche pour les femmes. En 68e. Il n'y avait pas de douche. Il y avait des douches pour les hommes. On passait 38 000 piles dans la journée. Et les 38 000 piles, c'était 38 000 gestes. Bon, les ouvrières ont eu droit... Enfin, elles ont gagné, c'est elles qui ont gagné leur droit à la pause. 10 minutes le matin, je sais pas, et 10 minutes l'après-midi. Parce qu'avant, il fallait lever la main et puis demander à son contremaître si on pouvait aller aux toilettes. Hein. Se faire remplacer, c'était ça, mon père. Hein. Enfin, fin des années 60, début des années 70, c'était des méthodes, des conditions de travail du Moyen-Âge. Hein. Il y avait cette peur de ne pas pouvoir retrouver un autre emploi parce qu'elles se trouvaient pas capables de faire, alors qu'elles étaient très habiles et qu'elles auraient bien pu faire d'autres choses. Ça aussi, c'était le chic de chez Vendère de prendre des gens simplets. Ouais. Ouais, sans expérience, qui réfléchissent pas du tout. Tapi, il est arrivé en octobre 1984. Ah oui, c'est précis. Là. Oui. Tu t'en souviens précis. Ah oui, oui. Oui, octobre 1984. Ils ont été le chercher, je ne sais pas comment. Oui. Enfin, c'est comme s'ils avaient décroché le bon Dieu ce jour-là. Il a viré tout ce qu'il a pu virer. Il est resté le laboratoire et les ateliers de laboratoire qui travaillaient pour les piles militaires. Autrement, la mécanique, on a gardé que les délégués, parce qu'on ne pouvait pas les virer. C'est-à-dire que toi, par exemple, qui étais à la mécanique, ils t'ont gardé. Ah oui, oui. Il n'y a plus d'atelier. Il n'y a plus l'atelier. Et tu faisais quoi? Ma machine est foutue le camp au bout d'un an. Rien. Rien, je bricolais, je ne faisais rien. Il ne voulait pas venir, il a fini par venir, avec sa Porsche. Mon parapluie était dans les mains d'une femme, elle a cassé sa figure, je crois qu'elle avait cassé ce jour-là. Oui, t'es cassé ton parapluie. Oui. Ah oui, donc la Côte d'Amour n'a pas duré très longtemps. Ah, elle n'a pas duré très longtemps. Non, mais non, c'était fini, on virait les gens. Alors, Ouais. La Côte d'Amour était passée depuis longtemps. Ouais. Il a dû être séquestré une journée. Ce que je peux vous dire d'abord, c'est que ce compte Instagram qui suivait l'avion du groupe s'appelle l'avion de Bernard. C'est assez misleading parce que Bernard n'a jamais eu d'avion. Mais moi, j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi, j'ai le droit au profit, je me le donne, ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné. Ce qui me trouble un petit peu, c'est que souvent, on pointe du doigt les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, ceux qui créent de la valeur. Tu sais, c'est Stranger Things le truc. Ses prochains combats, ce sera l'actionnaire en galère face à l'ouvrier rentier, les taureaux destructeurs contre les toréadors pacifiques, et les femmes aguicheuses contre les gentils petits abades. Vous auriez pu le dire à Élise Lucet de façon tout aussi tranquille. Non, non, non. Qu'est-ce que vous avez là à enquêter comme des espèces de petits journalistes là faites comme CNews. Des vigiles qui, vous le pensez bien, sont briefés. Et s'ils voient Élise Lucet, ils ont bien sûr ordre de sourire et de la brutaliser. Dans une émission comme celle-là, il y a un montage ensuite qui sera coupé de telle sorte à ce que vos bonnes réponses ne soient pas gardées. C'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient peur, ils avaient tendance à courber les chines. Alors je leur disais, bon, le patron il peut venir à tomber malade, hein. L'entreprise va pas couler pour ça. Hein. Et nous par contre, si on décide de ne pas venir de la journée, là le patron ça va lui faire mal. Hein. Ah, mais faut pas...
Non, lui, on n'a pas besoin de lui, nous, pour faire tourner l'entreprise. L'entreprise, elle tourne. C'est là qu'il m'a dit la chose tout de suite brutalement. Écoute Charles, il faut qu'on remette en route l'usine et qu'on vende des montres. Remettre en route les chaînes d'horlogerie. Dans l'usine occupée, on a surtout essayé que la plupart des gens prennent quelque chose sous leur responsabilité et se mettent en marche. Bon, il y en a qui tondaient les pelouses, il y en a qui préféraient aller faire de la bouffe au resto, préparer des casse-croûtes, il y en a qui préféraient balayer les grands couloirs le matin, il y en a qui préféraient monter la garde la nuit parce qu'en même temps ils pouvaient jouer aux cartes et puis bon, c'était toujours sympathique quoi. Donc petit à petit, on a aspiré. Cette vie collective s'est transformée en une vie collective agréable et puis organisée, quoi, si vous voulez. Et finalement, tous les jours, devant l'usine, il y avait un grand panneau sur lequel on mettait tous les jours la production, la vente. Et en l'espace de quelques semaines, ça doit faire 6 semaines, on avait fait un chiffre d'affaires qui était presque de la moitié de ce que faisait Libre dans toute l'année. Bien sûr, c'était des circonstances spéciales, mais le directeur était complètement renversé, quoi, parce qu'il n'imaginait même pas. Je me rappelle que les derniers chiffres que j'allais inscrire sur le grand panneau, ils dépassaient le milliard de centimes, etc. Donc c'était des sommes déjà gigantesques pour l'époque.